Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Myriam Bendhifsyllas, Genet Proust, Chemin croisé 2010. Aude Michard, Claude Simon, La question du lieu 2010. Amel Féniche Fakfar, Fawzia Zouari, L'écriture de l'exil 2010. Mahabadr, Georges Chéadé ou La poésie du réel, 2010. Robert Smadja, De la littérature à la philosophie du sujet, 2010. Anna-Marie Nahlovsky, La femme au livre. Itinéraire d'une reconstruction de soi dans les relais d'écriture romanesque, les écrivaines algériennes de la langue française, 2010. Marie-Rose AbomomaURIN, Chikaya ou l'éternelle quête de l'humanité de l'homme, 2010. Emmanuel Rousselot, Ostinato, Louis-René Desforêts. L'écriture comme lutte, 2010. Constantin Frossin, L'autre Sioran, 2010. Jacques Voisine, Au tournant des Lumières, 1760 à 1820 et autres études, 2010. Karine Benacgiroux, L'inconstance dans la comédie du XVIIIe siècle, 2010. Christophe Désiré Atangana Kuna, La symbolique de l'immigré dans le roman francophone contemporain, 2010. Agatha SYLWESTRZAKWSZELAKI, Andrei Makin, L'identité problématique, 2010. Denis Semeyer, Monde flottant. La médiation culturelle du Japon de Kiku Yamata, 2009. Patrick Mathieu, Proust une question de vision, 2009. Arlette Chemin, texte réuni par Littérature Monde francophone en mutation, 2009. Piotr SniedzieWSKI, Mallarmé et Norwid, Le silence et la modernité poétique en France et en Pologne, 2009. Raymond Perrin, Rimbaud, Un Pierrot dans l'embêtement blanc. Lecture de la lettre de Gênes de 1878, 2009. Claude Maillardchary, Paul Éluard et le thème de l'oiseau, 2009. Idrissa Cissé, Césaire et le message d'Osiris, 2009. Les livres de Jacques Borel sont référencés grâce aux sigles suivants. A. L'Adoration Gallimard, Col. Le chemin 1965. AC. L'attente. La clôture Gallimard 1989. Ad. L'aveu différé Gallimard 1997. C. Commentaire Gallimard, Col. Les essais 1974. CM. Commémoration, Le temps qu'il fait 1990. D. La dépossession, Journal de Ligener. Gallimard, Col. Le chemin 1973. DF. Le déferlement Gallimard 1993. E. L'effacement Gallimard 1998. HVH. Histoire de mes vieux habits. Vallant, Col. L'instant romanesque 1979. JM. Journal de la mémoire, Champvallon 1994. MML. La mort de Maximilien Lepage, acteur Gallimard 2000. OD. Ombre et Dieu, l'Escampette 2001. PA. Propos sur l'autobiographie, Champvallon 1994. PHR. Petite histoire de mes rêves, Luno Ascot 1981. R. Le retour Gallimard, Col. Le chemin 1970. Re. Rue de l'Exil, Virgile 2002. SMT. Sur les murs du temps, Le temps qu'il fait 1989. SP. Sur les poètes, Champvallon 1998. T. Tata ou de l'éducation. Gallimard, Col. Le manteau d'Arlequin 1967. Vaux. Un voyage ordinaire, La table ronde 1975. Sigle des revues. NRF. La nouvelle revue française. RCC. Les cahiers du chemin. RCR. Critique. RLR. Recueil. Introduction. Jacques Borel est presque un inconnu.
On pourrait même dire qu'il fut de plus en plus inconnu. Certains de ses derniers livres, il me l'avait confié sur ce ton d'autodérision enjouée dont il se délectait, s'étaient vendus à 400 exemplaires. Il est absent de toutes ces histoires littéraires, anthologies et autres ouvrages du même acabit que de soi-disant grands éditeurs déversent à tout hasard et en toute impunité sur un public ingénu. Sur Wikipédia, où l'on trouve presque tout le monde, il mérite les 2 lignes les plus sèches Q'. On puisse imaginer qu'une œuvre d'une telle qualité reste aussi confidentielle aussi longtemps, c'est extrêmement rare, incompréhensible même si l'on songe que l'Adoration, son premier livre, reçut le prix Goncourt. Prodigieuse époque effectivement, ces 60s, dernière décennie où le Nobel de littérature consacrait un génie, où les principaux prix littéraires français récompensaient encore régulièrement des écrivains, Blanza, Cabanis, Clésio, Pinget, Thomas. Il importe donc de commencer par présenter l'apostrophe « Homme et son œuvre ». Ceux qui connaîtraient bien Borel peuvent sauter cette introduction, d'autant plus que je reviendrai en détail sur les années profondes de l'écrivain au chapitre sous le signe de la dépossession. Quant à ceux qui ont réellement pratiqué l'écrivain, ils pourraient même commencer leur lecture par le dernier chapitre, entièrement consacré à son écriture, à sa phrase. De père lozérien, de mère bretonne, Borel naît à Paris dans le 14e, rue Froidevaux le 17 décembre 1925. 4 mois plus tard, son père meurt. Il est dès lors élevé principalement par sa grand-mère paternelle à Saint-Gaudens, Mazermes dans l'Euvre. Enfant turbulent, coléreux, angoissé, solitaire, sans camarades, tôt mis en pension, il se réfugie dans la lecture, se découvrant pour la poésie une passion qui ne se démentira jamais. À 9 ans, il rejoint sa mère, Lucile, qui est bonne à tout faire dans la famille de son frère, à Paris. Ces Lohenec tiennent en fait un hôtel de passe, déraciné d'une maison, d'une région, d'un milieu plutôt intellectuel et bourgeois. Élève difficile, frondeur, contestataire, il est brillant en français, latin et anglais, moins bon en grec, nul en mathématiques. Il commence à écrire. Sitôt la guerre déclarée, sa mère et lui reviennent à Mazermes et connaissent leur première période de grande intimité. Dès l'armistice, retour à Paris, début des amours, principalement imaginaires pour ne pas dire tristanesques. Suite à une désillusion, il tente de se suicider, faisant du coup la connaissance de Geneviève, le médecin appelé à son chevet. Elle a 15 ans de plus que lui. Leur liaison durera 4 ans. Après leur séparation, Geneviève donnera naissance à un fils, à l'insu de Borel, qui ne le retrouvera que beaucoup plus tard après la mort de la dite Geneviève. Il le reconnaîtra et s'en chargera. Il retombe par hasard sur Christiane Anne-Madeleine Hydrac, Madeleine, une jeune fille originaire de Mazermes, dont il s'amourache assez vite. Il l'épouse en septembre 1948, pendant 2 ou 3 ans, c'est pour lui un bonheur désarmant, presque naïf. Ils auront 4 filles. Mais il a fait la bêtise d'installer sa mère chez eux, et les 2 femmes sont incompatibles. Rapidement la situation se dégrade et un drame éclate. Courageuse, Lucile décide de quitter le ménage et retourne chez les Lohenec. Lors d'une visite, Madeleine, à bout, la chasse à tout jamais. Borel en voudra toujours à sa femme, entre eux plus rien ne sera jamais pareil. Lucile, acculée à la solitude et au désespoir, va rapidement s'étioler. Dépression, séjour en clinique, cure de sommeil, en fait électrochoc, tentative de suicide enfin, aboutissent en 1958 à son entrée à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, Ligionnaire, où elle restera jusqu'à sa mort, en 1976. Pendant ces 18 longues années, 3 ou 4 fois l'an, Borel ira fidèlement la voir pour une dizaine de jours, c'est l'objet des apostrophes. Un tombereau de notes, dont certaines formeront la dépossession, d'autres, prises en temps réel, allant alimenter ce petit livre inouï. Un voyage ordinaire. Borel a tout perdu, et hormis ce qui est lié à l'écriture, sa vie ne connaîtra plus d'événements marquants. Malade depuis quelques années déjà, cancer du foie, des os et finalement œdème du poumon, il mourra paisiblement le 25 septembre 2002, conservant jusqu'au bout sa lucidité. En ce qui concerne sa carrière professionnelle, il avait, pour aider financièrement sa mère, dès 1944, pourvu de son seul baccalauréat, professé à temps plein dans l'enseignement libre, tout en préparant ses certificats de licence d'anglais, puis son diplôme d'études supérieures sur le poète Gérard Manley Hopkins, alors quasi inconnu en France,
De 1948 à 1950, il est maître auxiliaire, de 1950 à 1952 stagiaire de CAPES au lycée Charlemagne puis au Tottenham College à Londres. De 1952 à 1954 professeur certifié au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. De 1954-1956 professeur au lycée Paul Lapie à Courbevoie. De 1956 à 1967 enfin au lycée Rodin à Paris. Entre-temps, il obtient le prix Goncourt en 1965 pour son premier livre, L'Adoration. Il participera jusqu'à leur fin autour de Georges Lambriers, aux réunions du groupe Le Chemin, chez Gallimard. En été 1966, il est visiting professor à Middlebury College, Vermont. En 1967 à la Portland State University, Oregon. En 1968 à 1969 à l'université de Hawaï Honolulu. Au printemps 1969, il fait une longue tournée de conférences très marquante au Japon. À l'automne de la même année, il est de nouveau visiting professor, cette fois-ci à L', Université de Californie, Irvine. De 1969 à 1974, il sera conseiller littéraire chez Gallimard. De 1979 à 1982, il dirigera la collection d'essais Le commerce des idées, aux éditions Ballant. En 1980, visiting professor à l'Université de Californie, Riverside. En 1983 à la New York University. De 1984 à 1986, attaché culturel près l'ambassade de France en Belgique. Il fera à Bruxelles, au Midi de la Poésie, en 1985, une inoubliable conférence, malheureusement inédite, sur Proust, mythe et images dans À la recherche du temps perdu. En novembre 1992, colloque à l'Université de Maryland, suivi d'une tournée de conférences à New York et en Nouvelle-Angleterre. En 1994, il reçoit le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre, et en 1999 enfin, le prix des Charmettes J.J. Rousseau pour l'effacement. Le grand amour de Borel a toujours été la poésie. Amour malheureux puisque rêvant d'être poète lui-même, il souffrait de bien devoir admettre qu'il ne l'était pas. Il songera même une nouvelle fois au suicide. Ce n'est qu'en 1959, en travaillant à une présentation de Verlaine, qu'il se rend compte qu'il ne pouvait respirer qu'en prose. Et c'est tout de suite après, en terminant une étude sur Camus, que se fait le déclic. La dernière ligne à peine achevée, il attaque sur l'heure l'adoration. Il ne se consolera pourtant jamais de n'être que prosateur, la poésie restant jusqu'au bout la grande affaire de sa vie, la seule voie royale, la plus grande part de son activité critique étant du reste consacrée aux poètes, souvent même contemporains. Il a de plus établi les éditions critiques des œuvres complètes de Verlaine en Pléiade, non seulement pour ce qui concerne la poésie, mais également pour la prose. Une sélection de ses propres poèmes paraîtra quand même en 1989. Il fut également traducteur, Le chat et le diable, de Joyce, ainsi que ses poèmes. Il a correspondu avec Claudel de 1943 à 1945, lui rendant plusieurs visites lors des passages du poète à Paris. Pierre Morange était un ami proche, auquel l'œuvre fait souvent allusion, plus qu'allusion dans le déferlement qui n'est qu'un logorréen et ininterrompu monologue de la part de Saverne. Son premier texte, Mort des images, paraît en 1960 dans le numéro de printemps de la revue Bottègue Oscure. À part cela, tous les textes qui précèdent l'adoration sont des critiques, paraissant également en revue, Critique, Europe, NRF, Les Cahiers du Sud, majoritairement sur des poètes. Il continuera toute sa vie d'alimenter ces mêmes revues et plusieurs autres, Les Cahiers du Chemin recueil. En 1965, il obtient donc le prix Goncourt pour son premier livre, L'Adoration. Plusieurs critiques reconnaissent en lui un nouveau grand Alain Kerval, Claude Couffon, Jacques Lemarchand, André Miguel. Pierre-Henri Simon parle d'un Goncourt important, Georges annexe d'un livre considérable, sans doute le plus beau et le plus riche que nous lirons cette saison. Jean-Bloch Michel, admirable écrivain, lui aussi scandaleusement délaissé, du seul livre paru cette saison qui semble apporter la promesse d'une grande œuvre. Un an plus tard déjà, René Michas le mentionne dans son essai sur Nathalie Sarraute. Dans ses carnets, Sioran notera plusieurs rencontres avec lui. Toute l'œuvre de Borel sera purement autobiographique, malgré la transposition de certains noms propres, et en dépit de la mention roman, dont Gallimard a perversement affublé ses deux premiers livres. En rupture de ton total avec l'adoration, succulente satire, farce cruelle, fable désopilante, charge énorme et grinçante, croisement entre Jarry, Vitrac et la comtesse de Ségur, exceptionnellement non autobiographique, enfin pas strictement parlé.
Tata ou de l'éducation, œuvre théâtrale publiée en 1967, savoureusement sous-titrée pièce morale et didactique, et qu'aucune maison importante n'a jamais daigné jouer. Il faudra attendre 1972 et la Comédie de l'Ouest, dirigée à l'époque par Georges Goubert, pour que justice soit faite, relativement, en lecture-spectacle, à cette œuvre à propos de laquelle un Robert Abirached avait pourtant écrit « Un nouvel auteur est né pour le théâtre français ». En 1970, il publie Le Retour, tout a basculé. Plus d'histoire, plus de narration, quasiment plus d'événements. Juste une méditation, une longue rêverie de la mémoire. Critique toujours aussi élogieuse, annexe encore Miguel et Simon, auxquels se joignent Mathieu Gallet, Philippe Jacotet, François Nourricier, bien en vain. Du reste, aucune ne note combien la syntaxe a évolué. Que l'ouvrage, difficile, eut moins de succès que l'Adoration, c'est très peu dire. Et ce n'était qu'un début. En 1972, petit livre sur Marcel Proust, en particulier le sens de son utilisation de l'imparfait, pour la fameuse collection Écrivains d'hier et d'aujourd'hui, chez Segers, ce texte inouï, le plus beau sans doute, le plus inattendu jamais écrit sur l'écrivain du temps retrouvé, qu'aucun Proustien naturellement ne cite jamais, sera repris en 1974 dans Commentaires, pour la non moins fameuse collection Les Essais chez Gallimard. Ce est à propos de ce texte que Jean Roudot, un des rares à avoir bien compris et fidèlement suivi Borel, le rapproche de Beckett et Cioran. Pour Borel, Proust est naturellement, comme Rousseau du reste, un poète avant tout. En 1973 sort La Dépossession, journal tenu de 1960 à 1972 sur sa mère internée dans ce légionnaire où elle agonisait lentement. Autre méditation cette fois-ci sur l'inconcevable lien entre la douleur ou l'angoisse et l'écriture. La tenue de ce journal amène une mise en cause de la littérature elle-même et une longue période de silence. Un critique avait du reste pressenti que ce livre serait un suicide littéraire. Quant à Borel, il dira lui-même avoir atteint avec ce livre un point de non-retour. Et effectivement, le troisième volet de son entreprise autobiographique, longtemps prévu sous le titre Les Saugrenus, a finalement été abandonné, entrecoupé seulement par la publication de textes plus anciens qu'il ira puiser, suite à des commandes, dans ses inépuisables petits carnets. Critique encore plus élogieuse de la part de certains, annexe toujours, Pierre Mertens, Alain Kerval, malheureusement contrebalancée par d'autres, d'une légèreté inadmissible. On doit même, à propos de la dernière signée Michel Cournot, parler d'une abjecte attaque ad hominem. Pour tous les livres qui suivront, moins fondamentaux, dont plus aucun du reste ne fera le moindre bruit, voir la bibliographie. Portrait du poète en prosateur. Les romans portent sur les autres en général, la poésie sur soi-même, Philippe Larkin. Ce qu'on dit de soi est toujours poésie, Renan. Le poète parle de lui-même, de sa vie, de ses états, de ses instants. Il dit ce qu'il éprouve, ses sentiments, ses sensations, ses émotions, ses désirs, ses tristesses, les pensées qui le traversent. Il dit ce qu'il affecte, ses amours, ses rêves, ses petits miracles, ce qu'il croit, ce qu'il a perdu, ses souvenirs, ses jours anciens, sa nostalgie. Égocentrique, le poète dit je tout naturellement, il est d'ailleurs avant Saint-Augustin et longtemps après le seul à le dire, il n'a aucune imagination, il n'invente rien, il n'écrit que ce qu'il a vécu. Je parle de choses vécues. Par moi bien sûr par vous peut-être, Perros. Tout poème est dès lors un journal de l'âme, SP 17. Et tout poète, particulièrement le poète lyrique, un autobiographe dans et de l'âme, un autopsychographe. Ça va tellement de soi qu'à propos d'un poème, on ne pose justement jamais cette question prosaïque en diable, est-ce autobiographique ? Et même si les contemplations sont sous-titrées « Mémoire d'une âme », je m'étonne qu'il ait fallu attendre William Cliff pour voir un poème s'intituler avec un grain de sel sans doute « Autobiographie », mais Queneau n'avait-il pas montré l'exemple avec son premier poème, sous-titré « Roman en vers ». Je naquis au Havre un 21 février. En 1903. Ma mère était mercière et mon père mercier. Ils trépignaient de joie. Constitutionnellement empêchés d'écrire ce qu'on appelle des poèmes, ou temporairement incapables de respirer en vers, l'être poétique se tourne donc tout naturellement vers l'autobiographie, cet ersatz, réphrasé, ce mot allemand délesté de sa connotation française négative convient ici à merveille, de poésie. L'autobiographie borélienne très particulièrement viendrait pis aller pour lui, mieux aller pour nous, en lieu et place d'une œuvre poétique avortée, dont du reste la nostalgie n'a cessé de le poindre, prose faute de mieux. De même que Proust aurait pu écrire longtemps je me suis cru romancier,
Borel pourrait dire longtemps je me suis cru poète. Longtemps Proust a rêvé roman d'où que le jeu lui soit venu si difficilement. Longtemps Borel rêva poésie, d'où que le jeu lui soit venu si naturellement. Il me faut écrire en prose, il me faut dire je, ces deux découvertes, il les a faites quasi simultanément, à l'instant même où son écriture s'est déclenchée. Poésie, prose, roman, raison, émotion, imagination. Ces mots indiquent des tendances, des proportions. Peu d'œuvres relèvent purement d'un seul genre, et tous les degrés d'hybridation sont possibles, l'important c'est la dose. Le poème est dépourvu de pensée discursive, il est aconceptuel, le poète se chante, c'est tout. Je suis incapable de rassembler deux idées. C'est pour cela que je me déclare poète, Nicanor Parra. S'il a des idées, le poète les garde pour lui, il ne dit pas ce qu'il pense, uniquement ce qu'il sent, ce qui le touche, ce qui l'affecte, et même quand c'est autrui qui l'affecte, même si l'autre est source et objet du poème, il n'est que ça. La passante de Baudelaire n'a pas voix au chapitre. Dans le corps du poème, je est seul. Comme le poème, l'autobiographie est subjective, on n'y trouve qu'un seul point de vue, le roman est par nature objectif. Portant sur les autres, il présente toujours différents points de vue. Divers personnages. Et ainsi le poème est émotion à l'état pur. All good poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling, Wordsworth. Le poème est épanchement, pour ainsi dire l'exutoire naturel et spontané de l'émotion. L'homme le plus prosaïque, quand il tombe amoureux, même âgé, sans monter en lui sinon tout un poème, du moins cette sensation diffuse qui suggère un ou deux vers. Poésie et émotion sont à ce point liés qu'on peut inversement voir l'émotion comme poésie à l'état pur, sans mots, mais toute pureté n'est supportable qu'à dose homéopathique, et rien de pur ne peut durer, particulièrement l'émotion. Habituellement le poème est court, c'est déjà l'apostrophe. L'idée de conception pour ainsi dire poétique. C'est une autobiographie instantanée, brévissime, 1 minute, et dans le cas du haïku pour ainsi dire une seconde, autobiographique. Comme dit Henri Thomas, un moulage de l'instant. Toute prose très brève a du reste déjà, de par sa brièveté même, quelque chose de poétique. On pourrait ici encore inverser, dire que tout poème long a déjà quelque chose de prosaïque. Du reste, on n'en sauve bien souvent que quelques vers, sinon un seul. La poésie est plus que brève. N'ayant guère de temps, elle est nécessairement laconique, basée sur l'ellipse, le dépouillement, la concision. Au risque d'être obscure, hermétique même, la poésie est dense où elle n'est rien, jamais le moindre laisser-aller. La prose, dans la mesure où elle est longue, peut se permettre un certain délayage. Le poème est d'un seul tenant, il est comme fait pour tenir sur une page, si ramassé que à l'instar d'un tableau il s'appréhende quasi des apostrophes. Un seul coup, globalement, instantanément, simultané, stationnaire, immédiat, sans événement, il est pour ainsi dire hors du temps. En ce sens, même s'il n'est pas véritablement une image, il est plus visuel que discursif. La prose, par nature successive, ne peut être poésie que dans la mesure où elle échappe au temps. La prose est horizontale, faite de continuité temporelle, la poésie verticale, faite d'instants isolés. Instant à l'état pur, dépourvu de durée, c'est-à-dire de contexte, le poème manque nécessairement de sens, et d'autant plus que l'émotion est mystérieuse, ce que le poète veut dire est vague. Le poème est obscur, du signifiant plutôt que du signifié. D'où aussi une syntaxe plus floue qu'en prose. La syntaxe, c'est la logique, le raisonnement, le discours, c'est l'enchaînement clair des concepts, et très souvent malheureusement leur déchaînement. Plus la syntaxe est contraignante, plus la poésie aura du mal à s'immiscer dans le texte. La prose est indirecte, le poème est donné. Immédiat, écrit à chaud en état d'urgence, le poète colle à sa parole. Il n'a pas de recul, ne prend pas ses distances, ne se voit pas, n'est pas conscient de lui-même au moment où il écrit. Il transmue l'émotion en langage immédiatement. Tout poème est une exclamation, même le plus travaillé, le plus repris est un cri, fuir, là-bas fuir, et dès lors au présent. L'immédiateté entraîne la brièveté et toutes deux impliquent le présent, tant de l'instantané. Borel ne dit pas seulement je, il le dit à l'imparfait, tant de ce qui se prolonge, mais de son unique recueil de poèmes, tous sont au présent, c'est dire. Oui, la prose est au passé. Le grand prosateur doit d'abord vivre, de là qu'il se découvre si tard, en prose pas de Rimbaud. Il est indirect, c'est un être de mémoire. Il a besoin du temps, d'un certain recul, de se constituer des réserves de passé. Le poète n'a pas besoin d'une longue expérience, il est toujours jeune. Écrire en prose, c'est signe que la jeunesse est finie. En tant qu'instantané, le poème est nécessairement figé. S'occupant d'une seule chose, image, objet, sensation, il est statique. Et le poète aussi est statique. Un rêveur est donc encore une fois plutôt un visuel.
Même si rien ne s'y passe, la prose avance, étymologie, qui va droit, direct. Le prosateur est dynamique, il s'occupe de processus, de mouvement, c'est un musical. L'un est dans le fixe, l'autre dans le flux. Le poème est à la prose ce que la photo est au film. À l'intérieur d'un poème, rien n'a d'origine et rien n'a de conséquences, tout est donné d'un seul coup, rien ne va arriver et le lecteur le sait, tout est d'un seul tenant de plein pied, clos. Le poème cristallise le temps, nous en extrait, la prose nous y plonge. Le poème est un suspens, il n'avance pas, ne coule pas, ne bâtit pas. Dès lors il ne creuse pas non plus, il n'en a pas le temps. Le poète tire à l'arc, le prosateur est un coureur de fond. Libre de concept, pur présent, le poème est aussi innocence. Au poète, tout est mystère. C'est un enfant, il n'a rien élucidé, on est poète. Le poème est obscur non seulement parce que sans concept, mais parce que le monde du poète est obscur, parce que le poète est obscur à lui-même. Le prosateur est l'écrivain adulte, il doit avoir vécu, on devient prosateur, la prose est l'art mature, d'où chez la plupart des poètes qui, non contents de sentir, ont voulu se trouver, se construire ou simplement élucider, se comprendre, se révéler à soi-même ses propres processus, les creuser, ce recours à des proses à caractère autobiographique. Diario del primo amore, Mon cœur mis à nu, Soirée avec Monsieur Test, Cahiers de Malte Lauritz Brigg, Livre de l'intranquillité, Journaux de Juliet, Pavese. Mais déjà dans le Japon du XVIIe, Saikaku abandonnait la poésie pour investiguer son monde flottant. En faisant de la poésie, on est toujours aidé et même emporté par le rythme des choses extérieures, car la cadence lyrique est celle de la nature, des eaux, du vent, de la nuit. Mais pour rythmer la prose, il faut s'approfondir en soi-même et trouver le rythme anonyme et multiple du sang. Là on est vraiment sans nom, sans ambition, sans secours, dans des échafaudages, avec la seule conscience, Rilke. La dichotomie se connaître, se chanter, récurrente chez Borel, n'est peut-être que la matrice humaine de la dichotomie artistique prose-poésie. La prose creuse, cherche à pénétrer, à explorer, tandis que le poème emprunte le trajet inverse. Venant de l'inconscient, il émerge à la conscience, Juliet. Dans de telles autobiographies, il ne s'agit pas de raconter sa vie, mais c'est quasiment le contraire, de découvrir qui l'on est. Je n'ai plus seulement sujet du texte mais aussi, mais surtout, son objet. Objet éminemment élusif, dont la poursuite demande des efforts, oui, longs et laborieux. Et comme le poète doit dire « je », on peut être assuré que ce « je » le désigne effectivement. Ici encore, le poète est direct, il ne veut pas d'intermédiaire, de narrateur. En poésie, le narrateur n'est qu'u'. Un truc plutôt gros et dont personne n'est dupe. Poète, prend ton luth. En prose, sans critères extrinsèques, témoignages avérés, déclaration de l'écrivain, j'ai tes poils de carotte. Il est presque impossible de savoir si le protagoniste représente l'auteur ou non, sauf indice délibéré. Mirbeau ne peut naturellement pas être femme de chambre, et on sait bien que Bernanos n'a jamais été curé de campagne. Bien malin celui qui sait si ou dans quelle mesure le bavard est des forêts. C'est qu'en prose, depuis l'auteur ventriloque jusqu'au narrateur entièrement inventé, il y a effectivement tous les degrés. La prose est toujours douteuse, ambiguë, plus ou moins spécieuse. De même que c'est toujours le rêveur qui vit son rêve, c'est toujours le poète qui vit son poème. En cela au moins, la poésie est très claire. Bref, et Borel ne me contredit pas. S'il est un écrivain proche du poète, c'est bien l'autobiographe, et c'est à un même intime mouvement que tous deux ils obéissent. PA 41-2. Que nul plus que l'autobiographe fut proche du poète lyrique. PHR 76. Tantôt l'autobiographe est poète. Allons, le seul poète du XVIIIe siècle français, tout l'est en lui, c'est bien Rousseau, le Rousseau des confessions justement, des rêveries, l'autobiographe, JM 39. Tantôt c'est l'inverse. Si vous pensez à Catulle, à Rudebeuf, à Villon, c'est du poète lyrique, non du romancier, que l'autobiographe se sent et qu'il est en fait le plus proche. PA 133. Les fleurs du mal comme confession, y tiens-tu assez à cette idée, JM 211. Mais cette idée c'était déjà celle de Jacques Rivière, c'est celle de Michaud. Les poésies lyriques souvent sont des confessions, de tant d'autres sans doute. Oui, l'autobiographie est le chaînon manquant entre prose et poésie. Poésie lyrique s'entend. Un poème dynamique, en expansion, écrit principalement à un temps du passé, mémoire d'outre-tombe, recherche, etc. Tous s'élinent et de son propre aveu, entre le vers et la prose. Le poète dit je au présent et brièvement. L'autobiographe dit je le plus souvent au passé, plus ou moins longuement. L'autobiographie au sens où je l'envisage est ce paradoxe. Un long poème en prose, un poème atteint de logorée.
On ne pourra rien comprendre à Borel si on n'a pas ça constamment en tête, c'est un poète. S'il insiste régulièrement qu'il n'est pas romancier, il ne s'agit pas tant d'en remontrer à Gallimard, qui a, pour de basses raisons mais bien en vain, affublé ses livres de sous-titres aussi déplacés que récits ou romans, ni de corriger Criticamus, qui s'est naturellement empressé d'emboîter le pas, que d'indiquer à sa manière, allusive, pudique et indirecte, qu'il se perçoit effectivement comme poète. Même chose du reste quand il se plaît à souligner son manque d'imagination. De nouveau ce mot, imagination, mais de cette faculté qu'a l'esprit de produire des images, il y a deux genres presque opposés, visionnaire et créatrice. Différence qu'avait bien vu Coleridge, sans doute mis sur la piste par le fait que l'anglais a les mots imagination et fancy de même que l'allemand a Einbildungskraft et Fantasie. Commençons par l'imagination visionnaire, fancy, la fantaisie que Borel appelle parfois imagination dynamique. Inventant au sens premier des monstres, des utopies, des chimères, licornes, centaures, bref des fictions, elle est plutôt intellectuelle, conceptuelle, un pur jeu de l'esprit, une combinatoire, bref une simple association d'idées. Inventée en italien peut se dire idear, s'. Exerçant à volonté, elle est toujours scénarique, anecdotique. On ne peut inventer que des idées, des faits, des intrigues, bref des événements, des représentations extérieures, pas des émotions, des sentiments, des psychologies, bref des expériences, des représentations intérieures. Un petit talent assez courant finalement. Quand nous pensons à une montagne d'or, nous joignons seulement deux idées compatibles, or et montagne, que nous connaissions auparavant humes. L'autre genre, que Borel nomme l'imaginaire, est le fantasme, plongé en soi-même involontaire, création incontrôlable. Là où la fantaisie est une action unique et délibérée, le fantasme naît de l'habitude. C'est une passion qui revient constamment et nous ne pouvons qu'y croire et la subir. La fantaisie forge, la langue dit bien de toutes pièces, mais ces pièces sont de seconde main. Collage délibéré à partir d'éléments découpés dans la réalité extérieure et remontés autrement, ces produits sont fictifs et personne n'est dupe. Le fantasme est un réflexe de tout l'être, une mise en scène de sa vie intérieure, une espèce de rêve à la fois profond et éveillé, une projection où s'expriment et s'abritent nos désirs et nos peurs. Dans la fantaisie on invente, on fabule, on est ingénieux, l'ingénieur en nous s'exprime. Dans le fantasme on se figure, le poète en nous s'exprime. Celle-là s'élabore par fragments, pour ainsi dire mécaniquement, celui-ci organiquement. En restant à tout moment une totalité, on pourrait parler de fantasme et de fantasque, le fantasque n'. Étant qu'un mélange de faits, relevant plutôt de la raison, du concept, le fantasme un remodelage de forme, relevant de l'intuition, de la sensibilité, de l'émotion. Quoi qu'il en soit, la différence, c'est l'émotion. Tout chez Borel est dicté par l'émotion, j'y reviendrai, comme à tout ce qui dans cette fantasque introduction ne sera qu'esquissé. La poésie, c'est d'abord cette imagination par l'émotion. La fantaisie produit sporadiquement des objets, inventés consciemment par l'esprit à partir de concepts. C'est une évasion. Me sortant de moi-même, elle crée une fiction. Le fantasme produit en permanence le sujet lui-même, sécrété inconsciemment par tout l'être, à partir de ses propres images. C'est une invasion. Me plongeant toujours plus profondément en moi-même, il m'éloigne d'autant de la réalité extérieure. La fantaisie est l'imagination centrifuge, le fantasme l'imagination centripète, liée à nos propres expériences, c'est apostrophe. Et notre sensibilité, nous représentant totalement, il est à notre image, autobiographique, et dès lors fondamentalement poétique. Dès lors, on sera face à une œuvre de fantaisie, confrontée, dans une œuvre de fantasme, impliquée. McLuhan aurait sans doute qualifié la fantaisie de froide, le fantasme de chaud. Dans la fantaisie nous sommes le joueur, dans le fantasme nous sommes le jouet. La fantaisie est typiquement le mode d'imagination de l'enfant et l'enfant Borel s'était effectivement à un certain moment créé un empire imaginaire, A 68 à 72. Plus tard, la fantaisie sera le mode d'imagination du romancier, active, dynamique, produisant des processus, le fantasme celui du poète, contemplatif, statique, produisant des images, et il faut bien le reconnaître, L'. L'écrivain excelle rarement aux deux, Michaud pourtant, Daniel Boulanger. Mais les poètes aussi sont de toutes sortes. Ainsi Proust imagine-t-il avant toute expérience de la chose, et souvent sur base d'un mot, Venige, les sources de la Vivonne, la duchesse de Guermantes. Avant que les présentations n'aient été faites, il a déjà des représentations. En un sens, l'image est chez lui préexistante. Borel imagine ultérieurement, et plutôt à un événement, à une personne qu'à une chose. Un mot ne lui suffit pas pour s'envoler. Son imaginaire a besoin d'objets plus réels, concrets, perçus par les sens, mais pas trop réels non plus.
ayant légèrement démarré de la réalité préservée dans la mémoire. Il se peut qu'imagination et mémoire soient en moi intimement confondues, que ma sensibilité même soit pétrie presque tout entière de mémoire, R 505. Inventer au fond, c'est se ressouvenir, Nerval. Celui qui se souvient imagine, celui qui imagine se souvient, Fuentes. Oui, l'imagination est intimement liée à la mémoire, basée sur elle, dans la fantaisie sur les faits que cette mémoire contient, dans le fantasme sur la forme que cette mémoire est. Elles sont comme le revers et l'averse d'une même médaille. L'imagination, dit Valérie, pensant fantasme, est comme un souvenir de ce qui devrait être. Dans le fantasme, l'image est au futur, dans le souvenir, elle est au passé. À part ça, ils fonctionnent exactement de la même manière. Ce serait peu de dire que dans ses goûts littéraires, Borel n'est pas romanesque, il est vraiment le degré zéro de la fantaisie. Il n'affectionne aucun de ces genres dits précisément d'imagination, aventure, action, policier, fantastique, ne parlons même pas de science-fiction. Et ainsi, même dans ces quelques textes à caractère plus fictif, Tata, l'unique pièce de théâtre, La folie de Jacques Deluz, CM 65 à 75, fulgurant chef d', œuvre parue originellement, très à propos, dans un numéro de la revue Europe intitulé Mémoires imaginaires, l'attente, la clôture, le déferlement, la mort de Maximilien Lepage, acteur. Même dans ces espèces d'autoportraits indirects ou de portraits retouchés, il est clair que les préoccupations sont pareilles, ce sont les mêmes thèmes, ce sont toujours ses propres hantises qu'il projette, et il ne peut les projeter que dans des êtres non seulement réels mais proches, et qui lui ressemblent. Sa mère dans l'attente, L'. Équivalent de ce texte pour son épouse Madeleine est impossible. Ce qui peut poser un problème dans le mot autobiographie, c'est la partie bio. Autographie par exemple, auto-essai, ou mieux encore autoprospection, gommerait ce que la racine bio véhicule ici de scénarique, mais encore suggérerait cette impossibilité d'en finir, et le préfixe auto aurait plus de chances d'être pris dans ces deux sens opposés, dont je est non seulement l'objet, le prétexte, mais plus fondamentalement le sujet, le projet, la visée, le dessein, L'. Adoration déjà ne se proclame-t-elle pas surtout recherche constante d'un être en quête de lui-même? Michaud se revendique d'essayiste, et Harland sous-titre régulièrement Essais intimes quelques-uns de ses recueils, cela vaut qu'on y songe. Non pas l'histoire seule, ni d'abord elle, la recherche, de l'être que j'étais et qui si longtemps m'avait fui, ou que j'avais fui. Qui étais-je? Et pourquoi étais-je celui-là? Comment l'étais-je devenu? Qu'est-ce qui avait fait de moi cet être entravé et devant lui-même, devant les autres êtres, devant l'écriture? Cet aveugle qui si longtemps avait tâtonné en vain, tâtonné à côté, c'est cela qu'il m'importait de connaître et aussi je le pressentais, celui-là que je serais quand, éclairé, délivré, modifié ou figé par elle, je serais arrivé au bout de ma tâche. R 531 à 2. Mais on n'est jamais, et Borel le sait bien, au bout de sa tâche. Autopoursuite infinie, tâtonnement interminable, aussi anxieux de l'avenir qu'obnubilé par le passé, aussi prospectif que rétrospectif. Écrit chez Borel à ce que je baptise anticipe passé, dont on a déjà ici un bon exemple. Celui-là que je serai quand. Ce n'est pas seulement sa vie passée que l'autoprospecteur écrit, c'est lui-même ici et maintenant qu'il est en train d'écrire. Il s'écrit, il se crée, c'est kiff-kiff. C'est à et sur lui-même, littéralement, qu'il s'essaie. C'est une espèce d'essai sur toi seul, que tu es en réalité en train d'écrire, R 464. Passons donc rapidement en revue les termes auxquels Borel lui-même a recours, lorsqu'il s'agit de préciser les genres dont pourrait participer sa propre entreprise. Chronique, à dimension tout ensemble chronologique et collective, n'est symptomatiquement pas même utilisé, sauf à propos de Céline, chroniqueur de sa propre vie. Autoportrait qui apparaît incidemment, me semble pourtant à éliminer d'office, puisque cette métaphore picturale n'est bonne qu'à désigner un texte entièrement au présent, un instantané. L'autoportrait est une entreprise amnésique. La mémoire peut y exercer un rôle critique, mais pas créateur. Révélateur du reste que lui-même est probablement le seul objet qu'aucun peintre ne songerait jamais à peindre de mémoire. Et y songerait-il qu'il en serait bien incapable? L'autoportrait, souvent un journal, parfois une correspondance, n'est qu'une petite pointe de l'iceberg autobiographique. Mémoire est écartée d'entrée de jeu. Les dés y sont jetés, l'auteur ayant au moment d'écrire de son objet lui-même, une image immobile, unifiée, déjà fixée, qu'il n'a plus dès lors en quelque sorte qu'à recopier une fois pour toutes. Il n'aura pas à y revenir.
Peton n'y serait pas revenu. Jamais il n'aurait pu écrire un seul autre livre, il avait tout dit et sans doute le savait-il. Ce qui n'a pu que hâter sa mort, la recherche, résurrection d'une existence, œuvre heureuse s'il en est peu tourmentée, c'est apostrophe. Est aussi poétique soit-elle, un genre de mémoire, d'où peut-être que ignorant ce Rousseau au mode de narration déjà peu orthodoxe, ses intercesseurs privilégiés soient Saint-Simon et Chateaubriand. Dans les mémoires je suis loin, déjà autre, je peux envisager froidement quelques fragments de ce vieux moi, l'être actuel n'est pas en jeu, et j'ai beau jeu d'être objectif. Parce que je dis « je », on croit que je suis subjectif, Proust à Henri Guéon. Restent alors les œuvres non seulement thématiques, achronologiques, subjectives, où c'est peu dire que l'être actuel est en jeu. Taraudé qu'il est tenaillé, oui, travaillé par le sentiment d'un manque, d'une faute ou d'une insuffisance, celle dont l'auteur a un secret qui lui pèse et dont il aspire à se délivrer, les confessions et l'aveu. Borel se situe du côté de l'aveu avec raison puisque l'écrivain de confession, lui, ce secret, il le connaît ou il croit déjà le connaître, c'est 190. Alors que chez l'écrivain d'aveu, il est vague, sombre, profondément enfoui. Sans qu'il ait conscience d'un aveu précis à faire, d'une faute ou d'une différence, c'est l'être tout entier qui est à soi-même un irritant, un provoquant secret. Il ne s'apparaît que comme une déroutante opacité, c'est 190. L'homme en quête de son secret, ce fut un temps le titre projeté par Borel pour l'ensemble de son œuvre. À strictement parler, il n'a rien à avouer, et si je maintiens le mot, c'est uniquement par respect. Je préfère auto-essai et surtout auto-prospection, cette authentique aventure avec tous ses dangers. L'objet de la confession est non seulement précis, il est passé, c'est pourquoi elle peut être complète, et dans ce cas une seule suffit. La confession exorcise, elle est performative, elle réussit, comme pour les mémoires, il n'y a pas à y revenir. L'objet de la confession est une mauvaise action ou pensée et comme à la douane il suffit de le déclarer, tout est dit d'un trait. L'objet de la confession suivante sera autre, écrivain de confession au pluriel donc comme l'apostrophe, avait bien compris Jean-Jacques et saint Augustin avant lui. Dans l'aveu, l'objet est non seulement vague, il est total, il est présent et toujours le même. Écrivain d'aveu au singulier donc, comme si en effet il s'agissait de tout autre chose que de passer aux aveux, de banalement cracher le morceau. Ici c'est l'ensemble qu'il faut cracher, c'est soi tout entier. L'aveu c'est moi tout craché. L'enjeu pour l'écrivain d'aveu c'est son moi. Guillemets parce que moi je n'y crois pas à ce fameux moi, mais lui oui, et c'est ce qui compte ici. Mais ce moi fait cruellement défaut, et il s'agit précisément de partir à sa recherche, s'en approcher, se trouver, s'élucider, de le transformer en tout ou en partie, se rassembler, s'élaborer, se guérir, parfois même de le créer, le faire naître spirituellement, l'engendrer. C'est assez dire que l'écrivain d'aveu est bien plus dans le présent que dans le passé. Même s'il est tourné vers le passé, l'aveu est fait sous la poussée du présent et dans l'espoir d'un futur meilleur, le point de départ de l'aveu c'est apostrophe. Et ce malaise présent. Le mal-être, le manque d'être, le manque de moi. Le moi de Borel, son être, est ad libitum, absent, atrophié, aliéné, étranger à lui-même, fragmenté, fantomatique, inépanoui, inexistant peut-être, d'où son fantasme, c'est ce que j'appellerais son incomplétude, et cette incomplétude est de toujours, ce moi n'a jamais été là, il ne s'agit donc pas ici de séparation, d'exclusion, de dépossession, de recherche du moi perdu. L'être ne peut pas se perdre, une fois qu'on l'a c'est pour de bon, c'est tout l'apostrophe. Être qui est ici, non pas en faute mais en défaut, n'intervient dans l'aveu, aucune variété de ce jugement moral qui importe tant à la confession. À l'origine de ce sentiment d'incomplétude, et continuant d'y participer. L'insécurité affective, le sentiment de n'avoir aucune valeur en soi, de ne pas appartenir, de ne pas exister, bref d'être illégitime, l'aveu devrait, idéalement, combler ces manques, sans jamais y parvenir, si la sincérité et la fidélité, plutôt émotionnelle que factuelle, au moi, le souci de sincérité qui anime constamment Borel est peut-être alors en partie du moins une tentative inconsciente pour se persuader qu'il est, ou qu'il peut être lui-même. Le malheur de Borel, sa souffrance, c'est le manque de moi, c'est l'impossibilité de se rassembler, s'unifier, de se totaliser. L'écrivain d'aveu écrit parce qu'il trouve que l'écriture est l'instrument le plus approprié, le seul approprié peut-être à son projet, sa propre transformation. Avant toute littérature, il est un objet qui m'intéresse d'abord, moi-même. De ces objets, je cherche à m'approcher par les plus purs moyens qu'il m'est possible de trouver. La littérature, qui est le meilleur d'entre eux, ne nous séduit plus guère qu'en ses rapports avec nous-mêmes et selon l'influence qu'elle peut avoir sur nous, Harland.
L'écriture était pour moi subordonnée au besoin de me connaître, de me mettre en ordre, Juliet. L'aveu doit être fait par écrit. Écriture et aveu sont à ce point liés que si l'autoprospecteur se trouvait, il cesserait d'écrire ou il écrirait autre chose, Juliet. Mais plus on vieillit, moins on change, et à l'âge où l'écrivain d'aveu débute, il est peut-être déjà trop tard, l'âge d'homme écrit à 38 ans, l'adoration à 40. L'aveu est non seulement vague, incomplet, fragmentaire, il est sans fin. L'échec est sa condition sine qua non. L'écrivain d'aveu n'est jamais quitte, il lui faudra toujours y revenir. Le retour est chez lui mouvement congénital. L'aveu est le mouvement constamment contrarié, parsemé de retours, de détours, de demi-tours vers son propre secret, vers cet être qui continuellement se dérobe. L'autobiographe est déjà quelqu'un. Quelqu'un qui se raconte, qui raconte sa vie, ses actions, ses pensées. L'autoprospecteur n'est encore personne. N'ayant aucune idée de son être propre, ou seulement une image vague, mouvante ou fragmentaire, continuellement se défaisant et se reconstituant, et ça ne change rien si, se reconstituant toujours identique à elle-même, il s'agit finalement, comme chez Borel, d'un faux mouvement, il se cherche. Il attend de l'écriture que directement ou indirectement, elle le révèle à lui-même, anabase des apostrophes. Un type particulier, voyage au centre d'un terrain vague, l'aveu est dynamique et sans fin. Un work in progress, l'écriture doit élaborer sinon engendrer tout ensemble l'être et l'écrivain. De cette dimension génésique de l'écriture, pas de meilleur exemple que le journal de Gombrowicz, aspect de son œuvre qu'on n'envisage pas assez. L'écrivain d'aveu veut être transformé par l'écriture, mais il ne sait jamais dans quel sens il le sera. Son je n'ai jamais qu'une position des apostrophes. Équilibre. Un instantané, une virtualité, pour ne pas dire une velléité. Il tâtonne. Il n'est jamais sûr que sa lucidité n'aura pas de pires effets que son aveuglement. Il se peut qu'il écrive comme on entreprend une analyse, s'asseyant à son bureau, s'y mettant à table, comme d'autres s'allongent sur le divan. C'est assez dire que l'aveu a une importante dimension prospective. Le mot vient du reste de vœu, qu'on peut toujours y voir et y entendre. Même si le regard est rétrospectif, la voix est prospective, l'attention au futur omniprésente. Au cours de cette enquête, on ne sait pas ce qu'on va trouver, ni qui, peut-être rien, peut-être personne. Borel ne plonge dans son passé que pour y trouver des pistes, des signes avant-coureurs, de sourdes préfigurations. Il écrit souvent à ce temps que j'appellerais anticipe passé, puisqu'il est comme un futur antérieur inversé, comme il en irait un jour, devais-je me dire plus tard, je suis par la suite. Mon passé est mon avenir est mon passé, SMT 49. L'aveu, ce ne sont ni de brévissimes moments of being, ni ces minces tranches de vie dont les titres indiquent assez qu'il n'y s'agit que des années de formation. Enfance, un enfant, les enfantanés, une enfance gantoise, l'année de l'éveil, la belle lurette, A Portrait of the Artist à a Young Man et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement un récit. C'est une vie dans sa totalité, dans son intégralité, dans son infinité. Ce devrait être une lapalissade, une véritable autobiographie ne s'arrête qu'avec la mort. Rien apostrophe. Les réglés, rien n'est de l'histoire ancienne, c'est tout l'être qui est toujours en question. Questions qui pour la plupart resteront sans réponse, ou alors je le redis, l'aveu s'arrêtera de son propre mouvement tout naturellement, jamais de propos délibérés. L'écrivain d'aveu ne parle pas de lui, mais pour lui. De là que dans l'aveu tous les temps se tiennent, sont interdépendants. Le temps est un, il ne peut pas être découpé. Quelle que soit l'importance du passé, tout est toujours en devenir, et tout est présent. La confession est 3 fois objective. Primo parce qu'on connaît la faute à confesser, deuxio parce qu'elle peut être prise à la lettre, tertio parce que ce sont les autres qui décident dans quelle mesure il y a faute. L'aveu est bien plus personnel et de ce fait déjà dépend d'un beaucoup plus grand nombre de contextes. J'avoue à X ce que je n'avoue pas à Y, ce que je n'avoue pas de vive voix à Y, ça ne me dérange pas qu'il l'apprenne indirectement, ou alors tout à coup je lui avoue quand même ce qu'hier encore je lui taisais. L'apostrophe. Aveu est fait à des êtres réels, des égaux, des frères humains dont on attend au moins la sympathie. Il importe donc d'être convaincant. Avouer c'est s'expliquer, c'est s'excuser peut-être, c'est déjà essayer de séduire. Bref, on est de nouveau dans l'émotion. L'aveu est fait à chaud, la confession à froid, faite du reste à une instance supérieure, abstraite professionnelle, dont la seule fonction est convaincue ou non d'absoudre. Elle ne peut me perdre aux yeux de personne, il est apostrophe. Il n'y a aucun danger, aucun risque, en quelque sorte pas de conséquences. L'aveu peut me perdre aux yeux de tous et plus grave encore aux miens propres. Il est dangereux, imprévisible, angoissant.
Je ne sais pas où il va me mener. Avouer, c'est s'exposer, ça demande courage et persévérance. Il faut vaincre toutes sortes de résistances. Ici, le risque est partout, l'aveu, c'est bien plus que des aveux. Ça ne suffit pas, l'aveu. Pas un aveu complaisant, un étalement. Passant cette recherche, cette modification loin là-bas, c'est ça, le saut dans l'inconnu. Et en quoi se retrouvera-t-on changé? Sans ce vacillement parfois et cette tentation de reculer, mais ce n'est plus possible, plus permis, sans de jalon en jalon. À chaque masque arraché, à chaque peau ce frisson ou ce sursaut horrifié, et eux aussi le dernier mot n'est jamais dit, on n'arrivera pas indemne, on n'est sûr de rien d'autre, il faut les vaincre. Vaux 66-7. Je parlerai peu du risque, au sens où Borel l'entend, il va de soi. Dans un sens plus large, il me semble inhérent à la création artistique, et à la parole poétique en particulier puisque c'est le plus personnel qui coûte le plus à dire. Et naturellement, le risque a aussi quelque chose d'excitant, c'est un moyen de se sentir exister. Et Dieu sait si l'écrivain d'aveu en a besoin. Oui, l'aveu ne peut se faire que dans l'émotion, la confession n'est pas nécessairement émue, même faite froidement elle remplit son office, elle peut être qu'une simple formalité, accomplie en toute équanimité. D'où ce constant malaise à la lecture de Léris, mais c'est ça bien sûr, cette froideur, cette cérébralité, ces jeux de langage, toute cette attitude ludique en général qui jure du reste chez quelqu'un d'aussi désespérément sérieux, cette intellectualité matinée de psychanalyse, et bien sûr de sexualité qui lui a valu l'estime d'un criticamus aveugle à tout type de lourdeur stylistique, oui, dans ce XXe siècle où occidentale est du point de vue émotionnel, non seulement constipé mais impuissant, et encore bien fier de l'être, le grand crime, particulièrement en France, Céline et Sioran l'ont tous deux vu d'entrée de jeu, ce n'est pas tant de parler de soi que d'être lyrique. Artaud le paiera de sa vie. L'intensité lyrique de Borel dépassera toujours les Français, comme l'intensité dramatique de Léopardi les Italiens, l'intensité tragique de Bacon, le peintre évidemment les Anglais. Autrement vu encore, l'écrivain d'aveu se souvient, l'écrivain de mémoire se rappelle. Se rappeler signifie reconstateur, se souvenir revivre, Gretuisen. On se rappelle quelque chose, on se souvient de soi. Le rappel n'a qu'un objet, c'est le froid constat d'un passé exsangue et desséché, une mise à distance, un écart de soi à soi. Le souvenir à un sujet, c'est une chaude émotion, une retrouvaille, une coïncidence de soi à soi. La mémoire est faite des deux. Le rappel est son aspect factuel, ponctuel, instantané, le souvenir est son aspect formel, continu, global. Le rappel est de l'ordre du fond, de l'information, du quoi, bref, de la raison. Il est, ne disons pas noétique mais prosaïque. Le souvenir relève du sentiment, de l'émotion, du comment, il est poétique. La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Je me rappelle mon numéro de téléphone, aucun souvenir là-dedans. Je me rappelle qu'on a mangé des choux, mais je ne me souviens pas de leur goût. J'ai un souvenir ébloui de quelques femmes à peine croisées dont je ne me rappelle rien. Se souvenir, c'est mettre en branle la totalité de la mémoire, c'est ressentir, c'est revivre l'émotion, la ressusciter dans sa totalité. Le rappel c'est non seulement un fait, mais un fait fragmentaire, plat, sans contexte, un simple événement. Le souvenir c'est en outre l'émotion que cet événement a déclenché, le métamorphosant du coup en expérience, ce qu'on nomme aujourd'hui un vécu. La différence c'est l'émotion. Dans les Confessions, Rousseau souligne bien cette nuance, annonçant qu'il passe des événements aux sentiments. C'est ainsi qu'émotion et mémoire sont intimement liées, c'est l'émotion qui fait que l'événement s'enfonce en nous aussi fidèlement, aussi profondément, et qu'il remontera aussi complètement. Que l'être d'émotion aura tendance au souvenir et au fantasme, l'être de raison au rappel, et avec un peu de chance à la fantaisie. Cette nuance existe dans la plupart des langues, to recall to remember, ramentarsi recordarsi, etc. Du reste, et de manière générale, il n'y a objectivement aucun fait, aucun événement, ils sont toujours en contexte, à quel point le même peut prendre des sens différents, c'est ce que montre la répugnance qu'éprouvaient pour les exercices de culture physique les jeunes Borel et Léris. Borel mentionne la chose en passant, une ligne à peine quelque part dans l'adoration, alors que pour Léris, ça devient quasiment le péché originel sur lequel il va gloser pendant des pages et des pages, Fourbi 118 SQQ. Comme l'imagination, complémentairement à elle, la mémoire peut donc fonctionner de deux manières quasiment opposées. Le rappel, cette mémoire des faits que Proust appelait volontaire et qui n'engage pas plus de force de nous-mêmes que feuilleter un livre d'images, et le souvenir, mémoire des formes,
et pourtant Proust est davantage du côté du rappel, de l'évocation qu'un Rousseau, un Chateaubriand ou même un écrivain à tort réputé froid comme Jules Renard. Il n'est pas affecté par ses propres souvenirs, il peut les examiner avec détachement. Borel, être d'émotion, mémoire émotionnelle, est naturellement tout entier du côté du souvenir. Il se souvient de tout, sa mémoire est entièrement poétique, et quand il écrit « Je n'en ai pas gardé le souvenir », c'est du fait que le français manque d'un substantif précis, ça veut simplement dire « je ne me le rappelle pas ». Dans Je me souviens, ce que Pérec fait à strictement parler, c'est se rappeler. Ce qui est propre, et même unique à Borel, c'est apostrophe. Et que l'émotion ressuscitée est à chaque fois aussi forte. Ici, émotion est le maître mot. L'être de mémoire n'est qu'un surjon de l'être d'émotion. Mais cette émotion est ambiguë, car s'il y a une certaine ivresse de l'aveu, ce n'est pas un exorcisme, sinon ce serait précisément une confession. Comme disait déjà Rousseau, en peignant des passions, on ne peut que les exciter, sable mouvant de l'aveu. Plus on s'y débat, plus on s'enfonce. Oui, l'aveu est endorciste, et particulièrement chez Borel. L'écriture exacerbe plus qu'elle ne soulage. Elle ne cicatrise pas la blessure, elle l'irrite ou l'approfondit. Gratte-papier, gratte-blessure, elle apostrophe. Écriture est traître. Non seulement une arme, et encore bien à double tranchant, mais aussi la plaie, et ce qui en coule. Tu n'exorcises rien, tu fixes, tu prolonges, tu envenimes dès 161. En fouillant, tu troubles les sources, tu chef. Une faute, il suffit de la confesser une seule fois. La culpabilité, il faut sans cesse y revenir par écrit, et l'écriture la renforce. L'aveu est de plus en plus angoissant, de plus en plus malaisé, une spirale rentrante et sans fin. Le mystère échappe, le moi est de plus en plus élusif, il faut donc toujours aller plus loin, rouvrir la blessure, foyer plus profond. L'aveu n'est pas spontané mais extorqué, si péniblement qu'il en sera parfois différé plus de 30 ans. Il ne s'agit pas tant d'avouer que de se faire avouer. Bref, l'écrivain d'aveu, inquisiteur de lui-même, se soumet à la question. Être lui-même s'est écorché, s'est énervé, par lui-même mis à vif, telle est sa plus profonde incitation. C. 199. C'est son propre procès sans fin que Borel instruit, où il se somme lui-même de comparaître, one-man trial. Trial signifiant non seulement procès mais encore épreuve et surtout oui précisément essai, dont comme Kafka il est tout le théâtre. Procureur, juge et greffier, victime, défenseur et accusé, foule et tribunal, bourreau et supplicié, malgré ce fait curieux. Les témoins sont tous à charge et filons la métaphore, la défense n'est pas fameuse. Procès insensé puisque Borel est à lui-même sa propre loi, où tout se confond. Procès deux fois insensé comme chez Kafka encore, puisque tout le monde le sait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.